Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Meet the Expert, le visio live où des experts te donnent des conseils pour réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois François, Talent Acquisition Manager chez PepsiCo, avec qui nous allons parler des Assessment Centers. Bonjour François, Bonjour Lisa. comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Bah écoute, ça va bien. Alors comment se passe ton confinement professionnellement parlant? Est-ce que tu as une routine à nous partager? Euh, alors, c'est une routine, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça a pas mal bouleversé les habitudes. On avait un peu l'habitude du télétravail, hein, déjà chez PepsiCo, puisque c'était en place, donc on a les outils, on a les méthodes, etc. Mais c'est Mhm. vrai que là, le fait d'être en télétravail à 100% est pas forcément évident. Donc, le plus important pour nous, c'est de garder le contact. C'est pour ça, c'est la petite routine, en tout cas, qui est à partager. Ouais. C'est plus la mise en place de réunions quotidiennes, pas forcément pour parler de choses opérationnelles ou stratégiques, mais plus pour garder un niveau d'interaction sociale qui soit au niveau de ce qu'on a besoin, en fait, de ce dont on a besoin. Voilà. Donc ça, c'est principalement la chose la plus importante pour nous. Et aujourd'hui, François, tu vas lever le voile sur les assessment centers, qui est une notion souvent floue encore pour les étudiants, et tu vas nous donner les clés pour savoir comment se démarquer et s'y préparer, mais aussi nous parler des attentes des recruteurs et pourquoi c'est important de se prêter à ce jeu des assessment centers. Chez vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer en direct, François pourra vous répondre. Et si toutefois vous n'avez pas le temps de suivre la totalité du live, aucun problème, pas de souci, il suffira de vous rendre sur notre page YouTube ou sur notre Insta en nous suivant. Vous tapez jobteaser_fr et vous trouverez encore plus de contenu. Avant de parler des Assessment Centers, François, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, alors je suis issu d'une formation universitaire au départ, donc j'ai un double diplôme en musicologie et en psychologie. Voilà, parce que c'était mes passions et ça l'est toujours. Mais je suis tombé dans le recrutement un peu par hasard, par l'intermédiaire d'un stage, Ouais. et c'est un monde que j'ai jamais quitté, puisque j'adore ça et ça me passionne. Donc j'ai passé une dizaine d'années à recruter dans les métiers de l'informatique et des télécoms, que ce soit en cabinet de recrutement ou en société de services. Et j'ai passé les 3 années précédant mon entrée chez PepsiCo au sein Mhm. d'un groupe leader dans le monde du e-commerce, que j'ai pas forcément besoin de nommer, mais où j'étais en charge de tous les recrutements au niveau Europe sur la partie santé D'accord. et sécurité au travail. Et donc, j'ai rejoint PepsiCo en janvier 2019 et je suis aujourd'hui en charge de toute l'activité recrutement, donc sur les aspects opérationnels avec une équipe de 3 personnes, mais aussi toute la partie relations école et enfin la partie marque employeur. Pour entrer dans le vif du sujet et parler des Assessment Centers, beaucoup d'étudiants, durant leur process de recrutement, entendre parler de l'assessment center sans forcément savoir ce que cela signifie. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un assessment center? Ok, je vais essayer une définition dans ce cas-là de l'assessment center. Donc c'est tout simplement c'est un outil de recrutement qu'on va utiliser pour évaluer un groupe de personnes sur les mêmes critères et au même moment. Donc on va utiliser différents événements à l'intérieur de cet outil qu'on pourra aborder. Mais effectivement, c'est ce qu'on va appeler en français tout simplement une session de recrutement. Mhm. Et avant d'accéder à cette session de recrutement, il y a plusieurs grandes étapes. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les étapes du Mmh. recrutement et à quel niveau se situent les assessment centers? Ouais. Dans le recrutement, il y a effectivement plusieurs étapes ou plusieurs piliers. En tout cas, du point de vue du candidat, ce qui va précéder ça, c'est la phase de présélection. En fait, c'est-à-dire que après l'envoi du CV, il y a une phase de présélection qui se met en place et qui va prendre la forme soit d'un entretien téléphonique qui va durer 10, 15 ou 20 minutes en fonction des entreprises et qui aura lieu avec les équipes recrutement, soit sous la forme d'un entretien vidéo ou d'un entretien vidéo différé. Ok. Et l'objectif de cette étape, ça va être vraiment de valider la partie motivation, la partie adéquation entre le candidat, l'entreprise et le poste. Euh, Chez PepsiCo, on a fait le choix de l'entretien vidéo différé. Euh, donc, c'est tout simplement un set de questions qui est préparé, qui est envoyé, et le candidat peut s'enregistrer Ok. au moment qu'il choisit pour répondre aux questions. Voilà, donc c'est tout simplement beaucoup plus fluide en termes de process et le candidat peut répondre aux questions au moment qui lui semble le plus propice. Et pourquoi faire passer les candidats dans des sessions de recrutement, dans des assessment centers? Euh, Il y a deux objectifs. Le premier, c'est en termes j'allais dire, d'efficacité, particulièrement quand on a un volume de recrutement important à gérer. Euh, Ça nous permet en fait d'avoir un process beaucoup plus fluide et
plus maîtrisé. Ça veut dire qu'on maîtrise chacune des étapes, que ça soit sur la partie justement sélection que j'ai abordée juste avant, mais la partie également évaluation et la partie prise de décision aussi. Donc, on gère beaucoup mieux en termes d'efficacité cette partie-là, et puis derrière en termes de réactivité aussi, puisque c'est un élément qui est hyper important autant pour les candidats que pour les managers qui recrutent. Et comme on a une meilleure maîtrise de nos délais et de la temporalité du process, on est capable d'adresser des réponses beaucoup plus rapidement aussi. On reviendra aussi sur cette notion de feedback qui est importante. Mais est-ce que, alors, il existe différentes formes d'épreuves dans les assessment centers. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents types d'épreuves? Alors, en majorité, les épreuves, ça fait un peu Koh-Lanta. C'est plus en tout cas les événements ou les différentes étapes de la session de recrutement qui vont avoir pour objectif de tester ce qu'on appelle les soft skills, donc plutôt les aptitudes comportementales des candidats. Qu'est-ce que je peux citer comme exemple? Ça peut être des exercices de groupe, ça peut être des exercices de role-play, ça peut être également des exercices de présentation individuels ou en groupe, ou même après les entretiens individuels également, qui peuvent faire partie de ce process-là. Si je donne des exemples un peu plus précis, sur les exercices de groupe, on peut dresser un scénario un peu fictif, par exemple. Alors, n'importe quoi, on peut répartir les candidats en petits groupes et leur dire, voilà, vous êtes un groupe de naufragés, vous êtes sur une île déserte, et puis derrière, on va regarder comment les candidats interagissent entre eux pour proposer une solution pour sortir de cet environnement un peu hostile. Pour les jeux de rôle, ça peut être, par exemple, sur les fonctions commerciales, où on crée un contexte client commercial, où l'un des évaluateurs va jouer le rôle du client et va challenger le candidat sur des points qui des fois peuvent être un peu inattendus. Donc nous, ça nous permet de voir aussi la capacité à gérer l'imprévu, la capacité à gérer les objections aussi. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, non, c'est juste pour terminer. Juste un point, c'est qu'on peut rajouter aussi des éléments un peu plus fonctionnels. Donc pas uniquement les soft skills, mais par exemple pour tester sur le job en tant que tel. Et ça peut être une étude de cas, par exemple. Voilà, c'est une mise en situation. C'est une mise en situation que le candidat peut rencontrer quand il fait le job. Et en fonction des postes, est-ce que de façon générale, quand il y a un assessment center, il s'adapte aux différents postes? Ou est-ce qu'il y a une mise en situation type, puisque tu as parlé de tests individuels, collectifs, parfois même en binôme, en fonction des postes, les sessions de recrutement changent ou pas? Oui et non. La structure va rester la même, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les phases de préparation des sessions de recrutement, on va déterminer avec le manager quels sont les éléments qu'on veut évaluer. Et évidemment, en fonction du poste, ce ne seront pas les mêmes. Donc, on va pas chercher la même chose chez un commercial ou chez un data analyst, par exemple. Chez le commercial, on va plutôt essayer de détecter quelles sont les capacités en termes de communication, en termes de créer de l'engagement, de partager de l'enthousiasme, au niveau de la relation client également. Alors que pour un data analyst, ça va être plutôt la capacité d'analyse, ça va être la capacité à prendre du recul, à gérer de multiples informations. Voilà. Donc, les exercices peuvent rester les mêmes, mais c'est juste derrière les critères d'évaluation et les barèmes qui vont évoluer en fonction des profils qu'on va rechercher. Et de façon générale, ça se passe sur combien de jours, les assessment centers? Alors, ça se passe sur une journée maximum. Nous, on fait sur une demi-journée. Je pense qu'au-delà d'une journée, ça devient une expérience qui n'est pas forcément hyper optimale pour les candidats. Je suis même pas sûr que ça se fasse encore aujourd'hui sur plus d'une journée. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de le rendre le plus simple possible, assez optimal, efficace, mais surtout qu'on permette de créer une expérience qui soit bonne pour les candidats aussi. Alors, comment on se prépare à passer une session de recrutement? On avait reçu une question en amont de ce live qui était: existe-t-il une méthodologie spécifique pour se préparer aux assessment centers? Alors, spécifique, je sais pas, mais après, il y a un minimum de préparation à avoir ou qui est attendu, en tout cas, au même titre que pour un entretien individuel, c'est-à-dire se renseigner sur l'entreprise. Évidemment, quand je dis se renseigner sur l'entreprise, c'est savoir quelle est l'activité de l'entreprise. Ça semble un minimum, mais savoir quels sont les produits de l'entreprise, quels sont ses principaux business, les chiffres par exemple, ou même les valeurs aussi de l'entreprise. Ça, c'est des éléments qui sont qui correspondent au minimum en termes de préparation.
En général, dans les invitations qui sont envoyées, il y a des informations aussi qui aident les candidats à se préparer. Tout n'est pas indiqué, bien évidemment, mais par exemple, si vous avez le nom des intervieweurs, c'est bien d'aller chercher sur LinkedIn, comprendre un petit peu mieux leur parcours, leur historique, leur rôle aussi dans l'entreprise. Ça vous permet de préparer des questions en amont qui sont adaptées aux personnes que vous allez rencontrer. Donc, c'est Voilà. pas systématique qu'ils reçoivent un descriptif des sessions de recrutement, mais aussi des intervieweurs. Dans ce cas-là, s'ils n'ont ni descriptif ni nom des intervieweurs, est-ce qu'ils peuvent envoyer au RH un mail en demandant plus de précision? Ils peuvent, bien évidemment. L'idée, c'est que après, on transmet les informations qui nous semblent utiles et pertinentes, et que des fois aussi, il y a le choix de pas forcément partager beaucoup d'informations, puisque on veut pas non plus tomber dans la surpréparation, et qu'il y a des exercices qui nécessitent aussi beaucoup de spontanéité. Donc c'est un juste équilibre. Après, il y a des éléments qui n'ont pas forcément sur lesquels les candidats peuvent se préparer, mais sans forcément faire appel aux recruteurs. C'est par exemple chercher des anciens élèves de la même école, par exemple, qui ont rejoint l'entreprise, et puis les contacter directement aussi. Il faut le faire avec parcimonie, parce que sinon je vais avoir des problèmes si tous les collègues chez PepsiCo sont contactés. Mais en général, les salariés sont très ouverts pour partager un petit peu de leur expérience et donner quelques petits éléments, a fortiori si c'est des personnes qui sont issues de la même école. Est-ce qu'on vient dans un assessment center comme un entretien, c'est-à-dire est-ce qu'on apporte son CV, sa lettre de motivation, est-ce qu'on prépare des questions? Alors, CV, lettre de motivation, ça dépend. C'est toujours bien de l'avoir sur soi, parce que comme ça, si jamais elle est demandée, au moins, Voilà. vous êtes prêts. Préparer des questions, oui, bien sûr, puisque normalement, elles doivent venir d'elles-mêmes quand on se prépare. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on va faire des recherches sur l'entreprise, sur le contexte, sur le poste, et plus il y a des éléments de questions, de questionnement qui vont apparaître. Donc, juste, il faut bien penser à les noter, les préparer, et puis les garder pour soi pour le jour J. Après, certaines structures, comme PepsiCo, font les sessions de recrutement sans CV. Encore une fois, l'un des éléments les plus importants, c'est l'évaluation des soft skills et des comportements. Et a fortiori, quand on va recruter des stagiaires, on va pas s'attacher à chercher des personnes avec une expérience forte, mais plutôt des personnes, d'une part, qui sont intéressées pour venir se constituer une expérience importante dans l'entreprise, et puis d'autre part, qui apporteront l'innovation, la fraîcheur, l'enthousiasme, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire 0 CV pendant toute la phase de session de recrutement. On va parler des soft skills qui sont très importantes. Tu dirais qu'il faut venir dans quel état d'esprit? Parce que généralement, on n'a pas trop d'informations et en tout cas, on n'est pas habitué à passer ces sessions de recrutement. Souvent, on peut être stressé. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il faut venir? Alors, c'est normal d'être stressé. Comment dire, on est dans un contexte d'évaluation et dans un contexte de recrutement. Il faut néanmoins venir en ayant en tête d'apporter le maximum de spontanéité et de naturel. Faut pas essayer de jouer un rôle qui est pas le sien. Faut pas essayer d'imaginer que les recruteurs vont attendre tel ou tel type de profil. On peut essayer de l'anticiper un petit peu, mais faut pas jouer un rôle de composition. C'est ça qui est fondamental. Tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a ces assessment centers? Finalement, pour les managers et les RH, c'est vraiment de pouvoir cadrer, maîtriser tout le process de recrutement. Toi qui as fait différentes entreprises, est-ce que tu as vu une différence entre des étudiants qui sont passés par ces assessment centers et des étudiants qui auraient passé un entretien RH classique? Alors, ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que tous ceux qui étaient passés par les entretiens, par les sessions de recrutement, pardon, avaient développé un esprit promo un peu plus fort aussi, parce que ils étaient passés par la même expérience, ils se connaissaient depuis ce jour-là, et c'est vrai qu'après, dès le jour de l'intégration, c'était beaucoup plus évident pour eux de reconstituer une promotion. Et après, autre chose aussi, ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui continuent chez nous derrière en CDI ont comment dire, ça résonne vraiment en eux, quoi, cette session de recrutement. Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment les fondations d'un engagement avec l'entreprise. Ça marche que si les conditions sont mises en place pour assurer une bonne expérience, en fait, et laisser un bon souvenir aux candidats, quelle que soit l'issue de la session après. Mais voilà, c'est fondamental en tout cas que l'expérience soit bonne pour que derrière il y ait cet engagement qui se mette en place. Juste avant, on parlait des soft skills, donc les compétences humaines, en fait, le savoir-être. Est-ce qu'il existe un profil type ou des soft skills types qui pourraient s'appliquer pour les mêmes secteurs et les mêmes postes? Alors,
En général, les entreprises, souvent, elles ont déployé des systèmes de valeurs ou de compétences comportementales qui sont propres aux valeurs de l'entreprise, mais qui sont souvent assez communes, parce que c'est un set de compétences qui permet comment dire, de rencontrer le succès, quelle que soit l'entreprise Oui. où on va en fait. Et que ça soit, alors, principalement dans les grands groupes américains, mais on en trouve aussi dans beaucoup d'entreprises françaises ou d'autres pays, c'est effectivement des capacités à délivrer du résultat, par exemple, la capacité à engager les autres, c'est la capacité à créer un environnement inclusif aussi, c'est-à-dire vraiment oublier personne en fait quand on est en meeting, enfin voilà, c'est-à-dire avoir conscience que chaque voix compte. C'est la capacité à prendre ses responsabilités, en fait, à s'accaparer les sujets. Enfin voilà, on va retrouver en fait régulièrement, et il y a beaucoup de points communs au final, suivant les entreprises, sur ces éléments-là. Et ça, c'est assez facile de les trouver. Quand on fait les recherches sur les entreprises, c'est assez facile de trouver ces éléments, ces valeurs propres à l'entreprise. Donc tu recommandes pour optimiser ces soft skills aux étudiants, de se renseigner sur les valeurs pour les transposer finalement en soft skills, qui permettront de fitter avec les entreprises. Exactement. Durant ces assessment centers, donc ces sessions de recrutement, quelle Mmh. est la position, du RH et du manager? Je te donne des exemples. Est-ce Mmh. qu'il est plutôt passif? Est-ce qu'il est comme notre prof de français qui regardait par-dessus l'épaule quand on faisait notre devoir? Est-ce que, ils peuvent aider les candidats? Comment ça se passe? Alors, passif, non. Il y a parce que en fait, on a vraiment pour objectif de maintenir un niveau d'interaction qui est assez fort, hein, pendant toute la session de recrutement, que ce soit les managers opérationnels ou les équipes RH. Euh, il y a un rôle d'évaluation, oui. Alors pas comme ce prof qui nous a tous traumatisés, voilà, Oui. qui veut voir ce qu'on écrit pendant les tests, mais plutôt effectivement, dans la bonne réalisation des exercices, euh, et s'assurer que les conditions sont bien en place pour que les candidats puissent délivrer une prestation dont ils soient satisfaits et qui permettent de prendre des bonnes décisions derrière. Effectivement, il y a un rôle d'accompagnement aussi, puisque encore une fois, l'idée c'est vraiment de créer les meilleures conditions possibles. C'est vraiment de créer les meilleures conditions possibles, voilà, pour que l'expérience soit bonne et que nous derrière, à la fin, une fois qu'on a fait la journée de recrutement, on puisse avoir les bons éléments pour prendre la bonne décision à l'issue de cette journée. Et alors, durant ces sessions collectives ou enfin plutôt collectives, quel est le meilleur moyen pour se démarquer et ne pas, j'ai envie de dire, s'afficher? Ok, alors je pense qu'il faut, encore une fois, je pense qu'il faut être naturel et spontané. Se démarquer, ça dépend parce que c'est pas forcément très positif aussi. Ça peut être positif comme négatif de se démarquer. Il faut Dans les exercices de groupe, par exemple, il faut pas partir du principe que c'est la personne qui va prendre le lead sur le reste du groupe, qui va être dans la bonne réalisation de l'exercice. Euh, c'est Parce que même on aura souvent tendance à penser aussi que c'est le genre d'exercice où, par exemple, un extraverti aura plus ses chances qu'une personnalité introvertie. Ce qui est vraiment important dans ces sessions-là, en fait, c'est le contenu des réponses qui sont formulées ou le contenu des exercices de groupe. Voilà. Et en fait, en tant qu'évaluateur, on va vraiment s'attacher à la valeur d'une intervention plutôt qu'à la fréquence des interventions. Mmh. OK. Donc voilà. Donc c'est le meilleur conseil que je puisse donner en tout cas par rapport à ça. Pas forcément essayer de se démarquer en étant le plus présent possible, mais en apportant vraiment le plus de valeur ajoutée par contre dans ces interventions. Et est-ce que vous êtes attentif au body language? Euh, oui, mais comment dire, oui, parce qu'il y a pas de choix. Enfin, on est forcément réceptif à ce que renvoient les candidats en termes de body language. Après, effectivement, les décisions vont pas forcément se porter là-dessus. Tout dépend après voilà, si on n'est pas dans l'exagération non plus, mais le simple fait de montrer de l'attention, de montrer De poser l'intention des questions. et de l'intérêt, voilà, exactement. C'est juste la bonne attitude à avoir, en fait, tout simplement, en termes voilà. En termes de body language, est-ce que tu as 2-3 exemples de positions qu'il faudrait pas adopter? Là, tout de suite, je pense aux bras, aux jambes croisées. Est-ce qu'il y a des petits codes comme ça que tu Là, repères? oui, il faut pas être affalé sur sa chaise déjà, parce que c'est vrai qu'après, on essaye d'avoir un mobilier qui est quand même assez Oui. confortable. Mais après, effectivement, faut pas se laisser aller au bout d'une heure, par exemple, de présentation, à complètement tomber dans sa chaise, etc., jusqu'à disparaître. Et puis, encore une fois, c'est montrer s'il y a un peu de lassitude ou si effectivement on commence à éprouver du désintérêt, ce qui est rarement le cas. Hein. J'ai rarement eu l'occasion de constater ça, parce que les personnes qui viennent en session en général sont très motivées et très intéressées. Mais effectivement, c'est
montrer un peu trop de laisser-aller, un peu trop de lassitude, de désintérêt et commencer à l'exprimer soit en soufflant ou voilà, c'est des choses qui peuvent être assez énervantes quand on est de l'autre côté. Et une autre précision, tout à l'heure, on disait que c'est Mm. peut-être important de prévoir des questions, ou en tout cas d'en poser lors des sessions de recrutement. Oui, Prendre des notes aussi, c'est important. oui, Donc venir oui. avec son stylo, son cahier, ses feuilles, etc. Oui, mais après c'est là je le mettrais plus du côté du body language puisque Mmh. certains ont besoin de prendre des notes, d'autres pas. Et c'est bien dans les deux cas. Enfin, il n'y a pas de souci. Ou moi je porterai pas, en tout cas, un élément de jugement ou d'évaluation sur ce point-là. C'est juste, je pense, en termes d'implication, de montrer de l'intérêt. Et c'est un geste évident qui permet de montrer l'intérêt et derrière de pouvoir se replonger dedans. Mais encore une fois, c'est pas forcément un outil de jugement, en tout cas de manière personnelle, puisque certains n'ont pas forcément besoin de le faire, là où d'autres Mmh. auront besoin de se replonger dans leur notes après. Alors quand cette session, puisque tu disais que globalement ça se passait quand même sur une journée, est terminée, Hmm. combien de temps dure, le feedback? Alors, nous, ce qu'on fait, et ce que je pense qui est pratiqué dans toutes les entreprises, hein, c'est qu'il y a un débrief qui suit tout de suite à partir du moment où on a dit au revoir à tout le monde, qu'on a raccompagné tous les candidats. On se retrouve tous dans la salle et puis on revoit ensuite chacun des candidats sur chacune des étapes de la session de recrutement qui vient d'avoir lieu. Et donc, ça permet d'avoir des échanges, des fois assez vifs, mais en tout cas, on est toujours passionnés, pour ensuite pour qu'on prenne une décision ensemble sur quels sont les candidats avec lesquels on a envie de continuer et ceux qui n'ont pas forcément rencontré les critères qu'on avait mis en place pour cette session. Donc globalement, après tu leur envoies un descriptif détaillé entre guillemets de leurs prestations, points forts, points faibles. Est-ce que c'est possible que certains candidats et que certaines entreprises n'envoient pas? Et dans quel cas, est-ce que les étudiants peuvent contacter le RH et leur demander un feedback? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur envoie pas, mais on les appelle. Et l'objectif, c'est encore une fois, c'est la réactivité, c'est de les appeler vraiment dans la foulée. Donc ça peut être le jour même ou plus tard le lendemain matin. OK. On n'enverra pas forcément le détail par mail, mais par contre, justement, le fait de faire ce débrief et ces conversations, ça permet de construire un feedback et derrière de pouvoir apporter quelque chose de constructif aux candidats, que ce soit positif ou négatif. Certaines structures font le choix de pas forcément transmettre de feedback aux candidats. Et en règle générale, elles le précisent dès le début du process pour éviter tout sentiment de frustration. Parce qu'à part du postulat que les éléments qui sont définis comme éléments d'évaluation sont très spécifiques à l'entreprise. Et que transmettre un feedback négatif en expliquant pourquoi serait pas forcément très constructif puisque le candidat qui est pas forcément bon pour l'entreprise A le sera certainement pour l'entreprise B. Voilà. Donc Faut pas le prendre pour soi forcément. Non. Est-ce que tu recommandes à un candidat à la fin d'une session de recrutement d'envoyer un mail au recruteur en le remerciant, en disant qu'il a apprécié la journée, qu'il est toujours motivé, etc. C'est un plus. C'est toujours apprécié. Après, il n'y a pas de nécessité d'écrire un pavé, mais effectivement, juste un tout petit mail de remerciement pour reconfirmer l'intérêt, la motivation. Oui, c'est toujours bien apprécié. Je te propose qu'on réponde à quelques questions d'étudiants. Bien sûr. Alors la première, c'est l'assessment center, donc ne risque-t-il pas de mettre les gens dans des cases? C'est une bonne question. Je crois pas. Je crois pas parce que après, tout dépend de quel est le point de vue aussi du candidat par rapport à ça, puisque au final, on essaye toujours de rentrer effectivement sur un poste, un candidat sur un poste. Là où ce qui va être déterminant, c'est qu'est-ce qu'on cherche à évaluer. Et si on se positionne vraiment sur les soft skills et sur les compétences comportementales, on va chercher des compétences et des valeurs qui sont transposables à différents métiers. Voilà. Et si on trouve une personne qui est bonne sur ces compétences-là, elle le sera aussi sur d'autres métiers chez nous. C'est duplicable dans d'autres filières, d'autres métiers. Et Exactement. justement, il y a une autre question. Les résultats ne peuvent-ils pas bloquer de futures perspectives d'évolution interne ou de mobilité fonctionnelle? Donc pas forcément tant qu'il y a un fit entre les valeurs et les soft skills, c'est ce que tu disais? Oui, c'est ça. Et en plus, il y a un aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui déterminera derrière. Parce que là, je comprends à travers la question que c'est quelqu'un qui aurait rejoint l'entreprise et qui ensuite voudrait peut-être évoluer sur d'autres choses. Son expérience au sein de l'entreprise prévaudra bien évidemment sur le quelconque feedback qui aurait été fait pendant la session de recrutement. Alors, il y a Dorothée qui te demande quels sont les pièges à éviter? Un petit récap, 2-3 bullet points des grands pièges à éviter.
Bah, le premier, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment essayer de jouer un rôle ou essayer de rentrer justement dans une case qu'on pense être la bonne et correspondre aux attentes des recruteurs. Il faut vraiment rester naturel et spontané. Et puis si ça le fait pas, ça le fait pas, mais c'est pas grave. Ça le fera certainement sur une autre entreprise. Ne pas se préparer, bien évidemment. Ça, c'est les deux premiers points. Et, euh, et, et penser que et considérer, pardon, et considérer, je cherchais le troisième, pardon, et considérer aussi que les personnes en face n'ont pas une approche bienveillante, c'est-à-dire qu'on est bien conscient que c'est un moment qui est pas forcément évident à gérer, et donc c'est pour ça, encore une fois, j'insiste bien sur le fait que chez PepsiCo, mais ailleurs aussi, hein, les recruteurs prêtent une énorme attention à créer une expérience qui soit la plus positive possible, et pour mettre tout le monde dans de bonnes dispositions pour que ça se passe bien. On prend la dernière question de Florent qui te demande comment l'informatique peut s'appliquer à l'univers des assessment centers. Alors, je crois comprendre comment on peut digitaliser en fait les sessions de recrutement. Alors, moi, j'aurais plutôt compris comment les étudiants qui vont postuler sur des postes en informatique, comment est-ce que D'accord. ça se transpose, dans les, assessment centers? Bah, tout simplement, il y aura, parce qu'effectivement, on est sur des métiers techniques, en plus de, comment dire, d'évaluation sur les soft skills, il y aura des exercices qui vont se rajouter sur des compétences techniques. On parlait d'études de cas tout à l'heure. Ça peut être tout simplement demander à l'assemblée de candidats de rédiger quelques lignes de code, par exemple, voilà, sur tel ou tel langage, je sais pas. Voilà, c'est typiquement un type d'exercice qui permet de voir quel est le niveau de compétence de la personne, qui sera pas forcément un élément rédhibitoire, mais qui permet de voir aussi quelle est la possibilité de progression de la personne. Merci pour tous tes conseils, François. Je suis sûre chez vous que vous allez pouvoir bien les appliquer pour les prochains assessment centers auxquels vous allez pouvoir potentiellement, j'espère, participer. Est-ce que tu as un conseil qui pourrait mettre à profit durant ce confinement? Alors, bah, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est tout simplement prenez déjà soin de vous et prenez soin de vos proches. Non, il y a un point qui est très important, c'est qu'on est effectivement dans un contexte qui n'est pas forcément évident en ce moment. Néanmoins, l'activité, elle continue. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont maintenu leur recrutement, qui ont maintenu leur activité et qui préparent déjà la suite. Ce qui est fondamental dans un moment comme ça, c'est de surtout rester connecté, que ça soit avec le monde des entreprises, que ça soit avec son école, avec son université, avec ses collègues, avec ses amis. En tout cas, c'est vraiment rester connecté autant que possible. On a tous les outils aujourd'hui à disposition pour ça. L'idée, c'est vraiment d'anticiper au maximum cette reprise dont beaucoup d'entreprises commencent déjà que beaucoup d'entreprises commencent à anticiper. On en parlait juste avant. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots où en est l'activité de recrutement, chez PepsiCo? Ouais, bah, on a maintenu tous nos recrutements. L'activité, alors après, c'est vrai qu'on est dans le monde de l'agroalimentaire, donc on reste sur un secteur d'activité qui est très critique et très sensible, particulièrement à une période comme celle-là. Donc toute notre activité de recrutement est maintenue, que ça soit sur les recrutements CDI, mais également les recrutements en stage et apprentissage. Je te remercie beaucoup, François, pour tous tes conseils. Chez vous, pour retrouver plus de contenu, il y aura des midis experts demain et dans les semaines à venir, mais vous pourrez trouver tous nos contenus, encore une fois, sur notre page YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur notre page Insta en tapant jobteaser_fr. François, encore merci beaucoup pour ton temps et Merci. d'avoir participé à ce premier midi expert, le premier d'une longue lignée. Chez vous, bon courage en cette période de confinement et on se dit à très vite.